Salut les crinqués! Aujourd'hui, nous parlons de ces personnages pour qui la discipline et l'honneur sont une religion. Nous parlons de guerriers d'élite, de duels, de loyauté extrême, d'individus capables de rester calmes pendant que tout s'écroule autour d'eux. Pour l'épisode 211, sortons les lames et parlons de samouraï. Marc de Paperman Gagnon, Joël Imaginatrix Rivard, Éric Red de Gamer Bourgoin et Sylvain des Animator Bureau. C'est le podcast des crinqués. C'est l'épisode 211, mais et que j'ai failli dire 210 parce que c'était ça qui était écrit sur mes notes. Oui. Parce que ça devait être le 210e qu'on a changé pour celui sur la résurrection, le dernier qu'on a fait. Alors, c'est l'épisode 211. Paperman, salut. Ouais, yo. Imaginatrix, salut. Salut! Et allô, Red the Gamer. Je m'en allais répondre de quoi. Mais il y a l'autre qui Moi, j'ai aucune idée qu'est-ce que je pourrais répondre en tant que samouraï, là. Ben, bonjour. Ouais. Ben, bonjour les crinqués et tout ça, là, mais c'est l'autre là, qui m'a mêlé. Voyons. Peut-être qu'il a toujours été un samouraï puis qu'on l'a jamais su. Je sais pas non plus. Il dit, ben là, je suis pas au courant. Tu es la résurrection d'un samouraï. Ouais, yes. Ben, en fait, t'es ressuscité, t'étais pas là au dernier podcast. Exact. Mm. Ouais, oui, c'est vrai. Mais je pense pas que je sois la résurrection d'un samouraï. OK. En tout cas, je devais être un très mauvais samouraï. Pourquoi tu t'es fait seppuku, là, puis... Non, mais tu sais, je veux dire, un samouraï paresseux, ça se peut-tu? Ah, peut-être. Peut-être. Il devait l'avoir, je pense. Probablement, ouais. Putain, moi, j'aurais fait la bouffe, là. Ouais. Ah, OK. Ouais, Tu te serais servi de tes cendres pour trancher la viande. Pas sûr, t'avais le droit. Peut-être. Et moi. Donc, encore une fois, on prend un sujet, on l'examine, on examine sa place dans la culture pop, et comme d'habitude, on va se rendre compte que finalement, ça a pas mal plus de place qu'on pensait. On parle aujourd'hui des samouraïs. Je ne me rappelle pas d'où est venue cette idée-là. C'est dans notre liste. C'était l'idée de Marc. Ça Ouais, va être sûrement. Marc. À quelque part, c'est des souvenirs refoulés qui sont remontés. Ben oui, ça, par exemple, vit dans oui, le parce que déni. j'en ai beaucoup de souvenirs refoulés des samouraïs. Parce OK. que quand j'étais jeune, j'écoutais beaucoup plein de choses avec les samouraïs. Mhm. Je lisais beaucoup de BD avec les samouraïs. Puis j'écoutais OK. beaucoup de films de samouraïs aussi. Mhm. Parce Akira Osunawa, je me souviens plus de son nom exact, là, qui a fait Je pense que énormément j'ai de ça. films J'ai ça quelque de part dans ma samouraïs. liste. Alors, Ouais, Mhm. ça vient de là. Parce que, oui, on va parler de samouraï, mais moi, dans ma liste, j'ai des borderline samouraïs. Moi J'ai aussi. hâte de OK. voir ça. Moi aussi. C'est ça, il y a des samouraïs, des vrais, puis il y en a, ça n'est-tu ou ben ça ne n'est pas. Ben, en fait, on a fait la même chose avec la résurrection la dernière fois aussi. Oui. Imaginatrix, pour toi, les samouraïs, Oui, ben pour ce sujet qui est typiquement japonais, j'avais envie de vous parler de littérature québécoise. OK, ben c'est Pourquoi correct. pas? Parle-moi de ça direct dans le bullseye. En fait, je voulais vous parler de 2 livres qui ont été écrits par des autrices québécoises sur la culture des samouraïs, ou ben non, sur la culture du Japon, qui sont vraiment très, très excellents. C'est des références un peu dans le domaine. La première, c'est une série qui s'appelle Anakin, qui a été écrite par Geneviève Blouin. Ça a été publié en 3 tomes entre les années 2011 et 2015 aux éditions L'image du sur le dessus, Phénix. excuse-moi, l'image dessus est super belle. Oui, puis cette édition-là, c'était la première édition, elle était illustrée. Fait que à l'intérieur, c'est vraiment cool parce que on a des illustrations, des armes, des vêtements que les samouraïs portaient, des illustrations qui se passent dans l'histoire aussi. Mhm. Mais bref, cette série-là, le 3e tome de Anakin, a quand même gagné le prix Canada-Japon, qui est un prix qui est fait en collaboration avec le Japon pour promouvoir la culture japonaise au Canada. Et ça raconte l'histoire d'une lignée familiale qui sont les Anakin. On va suivre les 2 plus jeunes de la fratrie qui sont Yukie, la jeune fille, et Sato.
eux, l'histoire commence en fait quand leurs parents doivent se faire seppuku parce que le seigneur, Shogun. pas leur shogun, en fait, c'est un daimyo, un plus petit seigneur. Il les accuse d'avoir tenté de le trahir et puis pour qu'ils puissent préserver leur honneur. Les samouraïs, c'est toujours une question d'honneur. Pour qu'ils puissent préserver leur honneur, ils leur demandent de se faire seppuku. Fait que la fratrie Anakin va vivre le décès de leurs parents, va absolument être dans l'incompréhension totale à savoir pourquoi ça s'est passé et vont chercher à venger leurs parents de ça. Fait que Yukie, elle va être envoyée chez le Seigneur. Sa famille, ses frères et sœurs vont l'offrir comme servante au Seigneur pour qu'elle soit plus proche de lui, pour qu'elle puisse l'espionner et tout. Tandis que Sato, lui, il va être envoyé chez un autre samouraï parce qu'il est trop jeune pour pouvoir vivre seul. Il va être envoyé chez un autre samouraï qui va lui apprendre le combat et tout ça. C'est vraiment très intéressant parce que à la base, c'est une série qui est jeunesse pour les 12-14 ans environ, mais ça reste que c'est très accessible pour découvrir le mode de vie des samouraïs, pour découvrir leur tradition. Fait que ça se lit vraiment bien pour ça. Puis on apprend plein de faits historiques qu'on n'aurait pas pensé des samouraïs. Par exemple, que les femmes pouvaient être guerrières, les femmes pouvaient aller à la guerre. On apprend vraiment plein de choses sur toute la hiérarchie qui est en arrière de ça, sur leur façon de combattre. Par exemple, les samouraïs, quand ils arrivent face à une autre armée qui vient les combattre, ben, ils vont lancer des défis à d'autres à l'autre clan, en fait, pour exemple, venger leurs parents qui sont décédés sous le sable d'un autre et tout. Fait que c'est très, 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 très beaucoup de rituels autour de ça. Fait qu'on en apprend vraiment au travers de ces 3 livres-là. Puis Yukie, finalement, qui a été envoyée pour être servante, elle va finir par devenir une guerrière samouraï. Elle va finir par se marier puis aller à la guerre dans les livres suivants. Fait que, bref, c'est vraiment une très belle série. Même si ça a été écrit pour les jeunes, moi, je trouve que les adultes qui veulent comprendre cet univers-là, qui veulent comprendre ce monde-là, c'est vraiment bien à découvrir pour ça. Le deuxième livre dont je voulais vous parler a été écrit par Valérie Harvey. Il s'appelle Les Fleurs du Nord. Et puis là, celui-là a été publié chez Québec Amérique dans la collection Magellan en 2016. C'est encore une belle couverture. Oui, hein. Encore une autre belle couverture, en effet. Puis, dans le fond, celui-là, on est moins dans le historique, plus dans la fantasy. Ah, ouais. Fait qu'on est vraiment dans la fantasy médiévale, inspirée du Japon médiéval. Ça se passe pas au Japon exactement, ça se passe dans un univers fictif, mais quand on le lit, on a vraiment l'impression que l'autrice s'est inspirée de lieux réels. On essaye de deviner un peu c'est où les lieux, c'est où que ça se passe en réalité pour elle. Puis, c'est ça. Fait qu'à la base, c'est une fanfiction d'un manga qui s'appelle Fujigi Yugi. Puis, elle l'a retravaillé. En fait, elle s'est rendue compte que il y avait comme juste un élément qui était pareil à l'histoire originale. Fait qu'elle s'est vraiment dit, ben je vais reprendre qu'est-ce qui ressort de ça. Elle, c'était vraiment l'amitié entre ces personnages. Puis je vais écrire mon histoire à partir de ça. Fait que c'est devenu une histoire à part entière. Il y a eu 2 suites à ça. Fait que dans le fond, dans cela, on suit une famille qui sont les héritiers du feu, qui ont le pouvoir de contrôler le feu. Mais on est dans un univers où est-ce que la magie commence à disparaître. Fait que les gens qui ont la capacité de contrôler les élémentaux sont de plus en plus rares. Fait que dans les 3 livres, on va suivre différentes générations de cette famille-là, qui sont les Kaji. Puis, moi, j'ai beaucoup aimé ça. Ça fait un peu penser à Avatar, Last Airbender, mais aussi à Inuyasha. Fait que tu vois, on dit jamais le mot samouraï vraiment dans cette histoire-là, mais on parle On le ressent, là. On le ressent, puis on parle des objets, tu sais, le katana, leurs vêtements et tout. Il y a le jeune homme, ben en fait, le premier Kaji dans cette histoire-là, lui, il va être shogun. Fait qu'il va être général des armées de l'empereur. Fait qu'on parle de l'empereur aussi. Fait que c'est vraiment très calqué sur la culture des samouraïs. Ouais.
Puis, ce livre-là aussi a quand même gagné un prix qui est le prix littéraire des univers parallèles en 2018. Fait que c'est vraiment... Excuse-moi, mais j'aime bien le nom du prix. Oui. Il me semble que ça peut t'amener n'importe où. Ton livre peut être classé là assez facile. Là. Fait 2 histoires de samouraïs qui sont pris de 2 façons complètement différentes. On a vraiment, avec Geneviève Blouin, le côté qui est plus historique, le côté qui est plus fantasy, puis même manga un peu du côté de Valérie Harvey. Mais moi, ça m'amène à me poser la question, parce que là, on parle d'un sujet japonais, puis moi, je vous arrive comme ça avec la littérature québécoise. À quel point on peut écrire une histoire sur la culture japonaise, tu sais, quand on n'est pas japonais? Ouais. Ben, surtout rendu en 2026. Oui, ben là, tu sais, Anakin, ça date de 2011, puis les Fleurs du Nord, ça date de 2016. Mais oui, on peut se poser la question là, de à quel point on peut écrire ces histoires-là quand on n'est pas japonais. Puis, en fait, si je vous parle un peu plus des autrices, Geneviève Blouin, elle a une maîtrise en histoire ancienne. Puis, elle a aussi étudié les arts martiaux. Fait que c'est un peu la jonction de ces 2 passions-là qui ont donné naissance à Anakin. Elle est vraiment minutieuse dans la façon d'intégrer les traditions samouraïs puis dans la façon de représenter leur mode de vie. Fait qu'on oublie... Avec Anakin, on oublie là, les clichés cinématographiques. Là. On oublie tout qu'est-ce qu'on pense. Notre vision occidentale de ce que c'est les samouraïs, on n'est vraiment pas là-dedans. Tandis que pour Valérie Harvey, Valérie, elle est originaire de Charlevoix, puis elle a quand même vécu 3 ans à Kyoto pour aller apprendre le japonais. Elle a fait une maîtrise, un doctorat en sociologie et elle a été acceptée pour un post-doctorat à la Konan University au Japon. J'ai le mot crinqué qui me vient en tête tout d'un coup. Là. Ouais. Je vais aller vivre au Japon 3 ans pour apprendre le japonais. C'est ça. Fait, elle aimait beaucoup les langues, elle aime beaucoup les sociétés aussi, mais elle a vraiment tombé en amour avec le japonais puis le Japon. Puis au-delà d'être crinquée, elle a aussi écrit plusieurs ouvrages sur le Japon, dont Passion Japon et Passion Manga. Et depuis quelques temps, elle donne aussi des cours sur le manga à l'Université de Québec en Outaouais. Fait qu'on peut voir que ce qui ressort de ces 2 personnes-là, puis tu sais, ils ont quand même reçu des prix importants pour leur ouvrage. Ça démontre du sérieux de la démarche. Puis Ben, en même temps, tu t'en vas au Japon, puis j'imagine qu'une bonne idée, c'est d'apprendre sur ton média ou proche de ton média, qu'est-ce qui se fait dans ces coutumes-là, dans ce pays-là, puis l'adapter pour toi, puis là, ben justement, apprendre les trucs, ces mangas, puis ainsi de suite, ben là, ça fait rien du sens, là, me semble. Là. Oui, c'est ça. Puis, bref, c'est ça. C'est que ces 2 autrices-là, ils ont pu le faire parce qu'il y avait quand même une bonne base, même plus qu'une bonne base. Ouais. Il y avait les connaissances pour le faire. Il y avait aussi l'esprit, tu sais, de l'esprit scientifique, tu sais, l'esprit de recherche, d'être capable d'aller chercher les bonnes informations puis les vérifier, surtout dans le cas de Geneviève qui, elle, écrivait de l'historique. Fait que, bref, tu te lances pas dans un récit sur une autre culture avec juste des recherches sur Internet. on va dire ça. Puis encore, des recherches sur Internet, c'est déjà un départ. C'est un très petit départ. Oui, mais c'est de se lancer, point. Oui. OK? Moi, là, si je décidais d'écrire une histoire avec des samouraïs, là, ça pourrait être... ça serait n'importe quoi. C'est ça. Tu pourrais changer les samouraïs pour autre chose. Ouais, il faudrait que j'appelle ça autrement. Là, mais oui, ça reste que les samouraïs, ça a quand même inspiré beaucoup d'auteurs puis beaucoup d'artisans qui l'ont traité en tant que tel, en tant que samouraï, ou ben non, comme Valérie, elle l'a fait, même si elle assume vraiment la culture japonaise dans son truc. Il y en a qui ont juste gardé cet esprit-là, cette culture-là, mais qui l'ont transposé dans d'autres choses. Fait que ça peut se faire aussi. Il faut quand même garder en tête que malgré le fait que ces 2 autrices-là soient super calées dans leur domaine, ça reste que forcément, il y a une vision occidentale sur qu'elles ont publié. Est-ce que, toi, tu les as lus, est-ce que tu sens une très grosse influence ou si ça passe bien?
occidentale, tu veux dire? Ouais. Je pourrais pas le dire parce que j'ai mes propres billets occidentaux. Ouais. Tu sais, moi, en tant qu'occidental... Faudrait demander ça à un Japonais. C'est ça. Moi, je trouve plutôt, que ça paraît pas. dépayse-tu? Mais oui, ça c'est pour dépayser, ça dépayse. Mais c'est ça. Moi, je trouve pas que ça transparaît tant que ça. Mais tu sais, j'ai mes propres billets à moi. Fait que, mais probablement qu'un Japonais lirait ça puis il y aurait des critiques. Mais dans le cas de Valérie, je pense qu'elle s'est faite relire par des personnes japonaises. Peut-être que Geneviève aussi, souvent quand tu étudies dans ces domaines-là, Ouais. forcément, tu viens avoir des contacts. J'imagine qu'ils ont dû y penser aussi. Là. Aussi, oui. Mais bref, c'est de ça que je voulais vous parler. Deux belles histoires que, en fait, Les Fleurs du Nord, je suis en train de le lire. OK. Puis j'adore ça. Ça touche un petit peu au manga, puis on apprend des choses. Mm-hmm. Paperman, on a mentionné le mot shogun. Oui. Je pense qu'on n'a pas le choix. Mon premier contact avec les samouraïs à 5 ans, la série avec Richard Jumperland, que mon père écoutait religieusement à la télévision, qui était Shogun. Alors, ça a été... la série télévision, ça a été un phénomène extraordinaire. Ensuite de ça, à 10 ans, j'ai lu Le Vent des Dieux, le tome 1 des Vents des Dieux, qui est une bande dessinée européenne sur les samouraïs. J'étais beaucoup trop jeune pour lire ça. Ah oui, parce que c'est violent, c'est érotique. Et c'est explicite aussi. Alors, à 10 ans, il y a des affaires que tu comprends pas. Fait que, mais ça a été mes 2 premiers contacts avec les samouraïs. Puis après ça, je pense que ça a développé un amour pour cette culture-là. Maintenant, je suis pas un passionné de samouraï. Je suis pas non plus un grand connaisseur de samouraï, mais je suis fasciné par ce monde-là. Puis je t'ai même écrit un texte d'introduction. En japonais? Je voulais... Mais je trouvais que ça allait être un peu lourd. Je suis un peu d'accord. Le bruit de l'acier qui quitte le fourreau. On est dans les clichés, mais on est pas mal tout le temps dans les mêmes affaires. Un code d'honneur qui est plus fort que la mort. Une silhouette qui est solitaire face à son destin. Alors, le samouraï, pourquoi pourquoi cette figure du Japon féodal est devenue tellement importante dans la culture geek, dans la culture populaire? Pourquoi qu'on aime tellement les samouraïs historiquement parce que c'est une figure japonaise qui est quand même important, un peu comme les Spartiates, un peu comme si, mais c'est parce que c'est devenu un archétype. Ouais. Comme un cowboy, comme un chevalier de la table ronde. Oui, c'est ça, comme un viking. Exactement, comme un viking. D'ailleurs, j'aurais conseillé personnellement à la personne qui a fait sa poucaille aux 2 personnes parce qu'ils l'ont trahi, de tuer toute la famille. Parce qu'il ne faut jamais que tu laisses personne en arrière. Non, mais c'était un bon seigneur. Ouais, mais les bons seigneurs, habituellement, c'est ça. Tu sais, les Vikings, quand ils détruisaient quelqu'un, ils détruisaient tout le monde pour pas qu'il y ait personne qui vienne se venger. Hein, les Siciliens font ça aussi. Parle-moi d'une culture qui a du sens. Une bonne, tu sais, tu brûles tout le monde. Tu nettoies tout le monde. Jusqu'au bout. Je pense que ce qui m'a toujours fasciné là-dedans, c'est le code d'honneur, la discipline, cette aura d'invincibilité. Parce qu'on avait tout le temps l'impression que le samouraï était comme un peu comme le guerrier ultime. Il n'y avait pas grand-chose qui pouvait l'arrêter. Oui, exact. Puis les armures, les épées, tu sais, toute cette culture-là au niveau des costumes, au niveau de la signification de tout ça. Puis, bien entendu, Akira Kurosawa, là, je l'ai retrouvé, qui, lui, est un maître, un des plus grands réalisateurs de l'histoire, mais surtout des films de samouraï, les 7 samouraïs, entre autres, là, qui a été repris 1 million de fois. Là. Il a même été repris en style cowboy. Là. Celui dont tu me parles, le réalisateur... Les 7 samouraïs, ça doit être celui de 1954. Exactement. Alors, qui est un grand, grand classique. Mais les 7 samouraïs, puis même en reprise, comme tu dis, western, je pense pas qu'il y ait aucune reprise qui était pas bonne. Non. Non, parce que l'idée de base, qui est basée sur une légende japonaise, qui est reliée avec les samouraïs, parce qu'il y a beaucoup de folklore autour des samouraïs, hein, parce que ça fait tellement longtemps que ça existe, qu'il y a tellement eu de dynasties, tellement eu de shogun. Ça a tellement une place importante dans l'histoire du Japon
il y a beaucoup de légendes, il y a beaucoup de folklore, il y a beaucoup de... C'est vraiment, pour les Japonais, c'est excessivement important. Ça fait partie de leur ADN. Puis c'est énormément documenté aussi, hein, parce qu'ils gardaient tout, ils écrivaient tout. Fait qu'on a encore beaucoup de documentation sur cette époque-là. Alors, ce qui n'est pas toujours le cas pour plusieurs cultures, malheureusement, mais les Japonais ont quand même gardé ça. Alors, plongeons dans la bibliothèque idéale de samouraï de moi-même. Mm-hmm. Je commencerai à tout seigneur, tout honneur, Shogun de James Clavell, qui a été écrit en 1975, qui a été traduit, bien entendu. 2 immenses tomes, là, c'est 2 big tomes. En format de poche, c'est 2 tomes. Je pense que je l'ai déjà vu en 1 tome, mais c'est quand même un gros. Là, on est vraiment dans une histoire très historique. On a un pilote anglais qui s'échoue sur l'île du Japon. On est en 1600. Il doit apprendre tous les codes, tout ce qui existe, les traditions pour pouvoir survivre aux intrigues. Puis, je pense que dans toute la littérature fiction, c'est probablement l'immersion la plus totale que tu peux pas avoir dans ce monde-là. Parce qu'on apprend tout. On apprend aussi le clash des cultures. Ouais. Parce que là, on a la culture japonaise, on a la culture qui est anglais, fait qu'on a la culture européenne qui est complètement différente. La religion est différente également. La façon de traiter les gens est différente. La façon de traiter les ennemis, la façon de traiter les femmes, la façon de... Tout est différent. Puis lui, il arrive là-dedans, puis il a comme pas le choix de s'intégrer là-dedans. Puis c'est pas toujours facile. Je pense que quand tu dis il n'y a pas vraiment le choix. Non, il n'y a pas le choix. Il peut même pas s'en sortir. Non, parce qu'il garde en vie, parce qu'il y a un certain... il est utile. Il y a une certaine utilité parce qu'il connaît des marchands. Il peut leur être utile au niveau du développement, parce que sinon, il serait mort là, et enterré. Ça a été adapté, bien entendu, à la série télé dans les années 80. 2024, la belle adaptation qu'ils ont faite également sur Disney+. Qui aura une suite. Malheureusement. Moi, je pense que j'aurais dû arrêter ça là, mais bon, c'était extraordinaire. Si vous aimez les samouraïs, et ça, là, on est dans une série télé japonaise, ça parle que japonais, quelques mots anglais, quelques mots en français, parce que des fois, il y a quand même des Français qui sont allés là, mais sinon, c'est sous-titré, alors faut vraiment avoir une concentration très élevée pour se souvenir de tout ça. C'est vraiment excellent. Un autre roman, en 83, version française. La version française, anglaise, je ne sais pas quand est-ce que ça sorti, mais ça s'appelle Musashi. Alors, Musashi, c'est Miyamoto Musashi, qui était un des plus grands maîtres du sabre. On dit même qu'il n'a jamais été battu en combat singulier. C'est un personnage historique, c'est un personnage qui existe. On est dans un genre de souvent, on décrit ça comme un peu on parle de référence ultime ou la Bible de ce genre-là. Alors, bien entendu, c'est une vie qui est romancée, parce que pour les besoins de la cause, ils vont avoir une partie de fiction. Surtout aussi parce qu'on n'a pas toute la vie exacte de ce personnage historique-là non plus. On ne sait pas tout ce qu'il a fait. Mais là, on prend vraiment ce dueliste-là, puis on va vraiment développer autour de lui, et on peut vraiment voir comment il va réagir, comment il va vivre dans ce monde-là. Puis aussi, toute la pression que son statut de pratiquement immortel et invincible, parce qu'il veut pas, ça amène une certaine convoitise, hein, parce que tu te dis, il est imbattu, c'est le meilleur, il y a des gens qui veulent le mettre en duel pour dire, moi, je peux être capable de le battre. Ça finit rarement bien. J'imagine. Maintenant, il y a une partie de légende à l'intérieur de ça, bien entendu. Le personnage a existé, mais je crois pas qu'il a tout fait ce que la légende dit, là. Ça a tout des limites. Là. Ça, c'est comme Cyrano de Bergerac là, qui a battu 100 personnes sur le quai. Là. Ouais. Il y a peut-être une petite exagération, mais ça fait partie de la littérature. On l'a déjà dit, les légendes sont là pour faire rêver les gens. Alors lui, il faisait rêver les gens. Et là, je tombe dans le champ droit, carrément, parce que je vais vous parler d'un livre de Cyberpunk, qui est un classique. Probablement un des plus grands livres de Cyberpunk qui a été écrit en 96, la version française de Neil Stephenson, Le Samouraï virtuel. Alors, on est dans un univers de Cyberpunk, on est dans un univers hyper éclaté. Hiro, c'est un livreur de pizza, mais c'est un samouraï, ce qu'on appelle un cyber samouraï, qui vit dans le métaverse, c'est-à-dire qui vit dans le monde virtuel. Et puis, sa job, lui, c'est d'être un meurtrier,
un tueur à gage dans ce monde-là. Alors, c'est réellement... Parce que dans l'univers de Cyberpunk, il y a ce qu'on appelle les samouraïs virtuels, les cyber-samouraïs. C'est des samouraïs qui sont optimisés au niveau de la cybernétique pour être plus forts, plus rapides, mais qui ont quand même le code d'honneur, qui ont quand même tout ce qui va avec le point de vue du samouraï. Et ça, ben, c'est un mariage parfait entre la technologie cybernétique puis l'ancestral. On est vraiment dans un livre culte qui a absolument tout changé dans l'univers du cyberpunk. C'est aussi important que Neuromancien. Ouais. Au niveau du cyberpunk. Exact. Le samouraï virtuel là, et Neuromancien, c'est vraiment les deux piliers. Puis en plus, dans Neuromancien, ben dans Compte Zéro, plus que dans Neuromancien, je pense, on entend parler de samouraï, là, parce que justement, le Compte Zéro, il s'est fait courir après un peu. Là. Oui. Okay. Oui, exact. Puis il y en a un petit peu dans lequel que j'avais dernièrement. Dans le troisième, je pense aussi. Mais il y a un film dans lequel que j'avais dit que ça, c'est un super samouraï virtuel. Je m'en souviens pas, ça va peut-être m'en revenir. L'Empire du silence, qui est un livre en 4 tomes, qui n'est pas terminé encore, c'est de Christopher Ruccio. Et là, c'est un mélange de Dune et de samouraïs spatiaux. OK? Oui. Pourquoi pas? Tu sais, je veux dire, on a un personnage qui est Adrien Marlon, qui vit dans un empire galactique, mais qui ressemble énormément à une genre de Rome futuriste. Et on va mélanger ça avec des samouraïs spatiaux qui vont propager la culture guerrière et la noblesse des samouraïs dans le futur lointain de l'espace. OK. On est dans une fusion des genres. C'est pas toujours évident. Il n'y a pas juste nous autres qui prend du scotch, je pense. Non. Honnêtement, là, je veux dire, moi, j'ai pas lu les 4 tomes. J'ai commencé le premier. Je pense pas que je l'ai fini, d'ailleurs. C'est dans mes projets de pile, là. Mais cette fusion-là m'avait beaucoup impressionné. Puis tout au niveau de... Premièrement, c'est très bien écrit, mais c'est costaud. C'est costaud parce qu'on mélange vraiment des univers particuliers, normalement, qui ne devraient pas se mélanger. Puis moi, j'ai adoré ce style-là. C'est sur ma pile à lire à un moment donné quand je vais prendre ma retraite, puis que je vais... aller en Irlande. Aller en Irlande, puis rester là. Le clan des Otaries, ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont entendu parler de Jan Hearn. On est en 2002, c'est quand même assez récent. Il y a 5 tomes. Bon, 3 tomes officiels, plus une préquelle, puis une séquelle, ce que t'adores. Oui, tu sais. Ça, c'est tout pour qu'il accroche. On est un peu dans ton style que tu nous as parlé tantôt. On rajoute un côté fantastique. Un côté Shinobi, un côté fantastique. Avec les Camille. Exactement. Alors, on va vraiment... on dit que c'est du young adulte, mais je suis un peu comme toi à l'intérieur de tout ça. Je pense que le clan des Otaries, ça peut toucher tout le monde parce que c'est bien écrit. Puis c'est surtout très intéressant parce qu'il y avait beaucoup de fantastique non officiel dans les samouraïs. Tu sais, il y avait quand même des dieux, il y avait quand même des légendes, des croyances. Puis ça, ils sont allés exploiter ça vraiment à son maximum là-dedans. Puis c'est quand même un livre qui sort beaucoup encore, puis qui est encore très lu. Puis c'est vraiment une belle référence au niveau des samouraïs. Si vous voulez avoir un style plus léger que Shogun, là, parce qu'on s'entend que Shogun, là, lire Shogun, là, c'est long. C'est du sérieux. C'est du sérieux, puis ça prend beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de détails, parce que là, on rentre dans la politique, on rentre dans les intrigues, dans la culture. Fait que des fois, il y a des chapitres entiers qui se passent à rien, à part que c'est seulement des cérémonies, puis c'est lourd. Mais c'est bon. Si tu vas avoir une immersion dans ce que c'est quoi le monde des samouraïs, tu peux pas avoir mieux que ça. Mais si tu vas avoir quelque chose de plus léger, qui va peut-être un petit peu plus vite, le clan des Otaries, c'est parfait. Maintenant, on tombe dans la BD. Que ce soit dans le passé, dans les futurs dystopiques, c'est surtout également un esthétique. Et quoi de mieux que la BD pour nous donner le mouvement du samouraï? Hein, parce qu'on dit souvent qu'un samouraï, quand il se bat, c'est 1 ou 2 coups maximum. C'est vrai. Hein? Ça va vite. Je dis, si vous voyez encore aujourd'hui, là, il y en a sur YouTube, là, quand vous n'avez rien à faire, hein, il y a encore des grands maîtres du sabre qui font des démonstrations. Puis quand il sort le sabre et qu'il leur rentre, tu as l'impression que c'est une demi-seconde. Là, puis le poutre de bambou, là, il est coupé. Là. Fait que si tu dis c'était moi, là, je suis mort. C'est clair. Mais tu as raison. Normalement, c'est 1 ou 2 passes. Oui. Puis d'habitude, c'est fatal.
Oui, exact. Puis si ça ne l'est pas, c'est parce qu'il a décidé que. Puis c'est ce que j'aime dans le manga, c'est ce que j'aime dans la BD, c'est qu'on peut enlever complètement les mots, on peut donner vraiment la répétitivité du gif, la chorégraphie du combat, on le voit. Ce que le texte ne nous permet pas toujours, parce que c'est très compliqué à mettre un combat. D'écrire un combat au niveau des mots, ça prend beaucoup de descriptions, puis des fois c'est plus difficile parce qu'il faut que tu amènes ton lecteur à faire lui-même l'ellipse du combat dans sa tête. C'est pas évident. Il y en a qui sont très bons pour ça. Martin, d'ailleurs, est très bon pour faire les batailles. C'est vraiment une de ses forces, mais c'est pas facile à faire. Tandis qu'en BD, tu as la possibilité de le faire visuellement. Donc, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus fluide de le faire en BD. Oku, qui est un 10 tomes, c'est un Ronin. Un Ronin qui est un samouraï 100 mètres qui chasse des démons. Alors, on est dans le fantastique, on est dans le style, un style japonais, un style incroyable, où il y a des monstres, des yokas qu'on appelle. C'est une série franco-belge, un peu, qui mêle les samouraïs, les démons et le folklore japonais. Là, on est vraiment dans quelque chose de super bien fait. J'ai adoré ça. Frank Miller, qui nous avait donné l'ultime de Dark Knight Return, a fait Ronin, qui est un samouraï du 18e siècle qui va se réveiller dans un futur dystopique pour affronter son pire ennemi. Fait que dans le fond, il est comme projeté dans le futur avec son pire ennemi. Fait qu'il va... mais lui, il est resté quand même dans son samouraï de son siècle à lui, là, avec ses équipements, ses affaires, sa façon de faire. Alors, c'est vraiment une œuvre qui va redéfinir le look des samouraïs modernes dans le comic américain, parce que les Américains n'ont pas beaucoup développé le côté samouraï. Dans Marvel, il n'y en a pas. Peut-être que oui, je ne sais pas. Je pensais que c'était Frank Miller qui avait fait le Batman. Ouais, c'est ça, c'est Frank Miller, c'est lui que je te dis. Ouais, mais je veux dire, le Batman... Ouais, Dark Knight, c'est Frank Miller? Oui, mais je Non, mais c'est où est-ce que ça m'a fucké? C'est que je me disais, il me semble que c'est pas Dark Knight qui ça s'appelait. The Dark Knight Return. Ouais. OK, mais c'est beau, ça Miller, s'appelle même. C'est Miller. Oui. Je me trompe peut-être, mais en tout cas, Non, c'est vraiment ça. Non, c'est ça, t'es à la bonne place. Puis là, Miller, c'est un bon scénariste. C'est quelqu'un qui est très fort pour écrire des histoires. Malheureusement, il n'est pas toujours égal. Il y a pas, il peut écrire des super histoires, puis il peut écrire des histoires qui sont moins bonnes. Là-dedans, c'est quand même bien fait. Puis ça permettait aux Américains un peu de s'emparer de ce côté samouraï-là. Puis, bien entendu, de le mettre à leur sauce au niveau des comics américains. Le summum, l'ultime manga des samouraïs, Lone Wolf and Cub. OK. C'est le fameux samouraï qui se promène avec son bébé de 3 ans. T'as déjà lu ça? Moi, j'ai pas lu ça. Mais ton gars doit avoir lu ça. Fiston doit connaître ça. C'est fort probablement. 28 tomes. On suit les aventures de Ito Ogani, qui est un ancien exécuteur de Shogun, qui parcourt le pays comme assassin, mais avec son fils de 3 ans. Alors, la dualité entre la dureté de l'acier et la dureté de ce personnage-là et la fragilité, la vulnérabilité de ce petit garçon de 3 ans-là. Je me souviens plus si c'est un garçon, il me semble que oui, qui va le garder. Bien entendu, c'est l'histoire qui a inspiré Mandalorian. Ça, c'est clair. Je veux dire, l'histoire de Mandalorian, c'est la même histoire que ça, mis dans un contexte ça ressemble futuriste. C'est la base. En manga, c'est la base de tout. C'est sanglant, c'est poétique, c'est impitoyable, c'est du manga. On s'entend que il n'y a jamais de demi-mesure dans le manga. Non. C'est soit trop ou pas assez. Mais c'est vraiment ultime. Moi, là, c'est vraiment une manga que j'ai lu avec joie. Puis, ce qui est le fun avec ces mangas-là, c'est que même si ça a été écrit dans les années 70, c'est tous disponible encore parce qu'ils en sont. Puis, ils en vendent encore. Comment qu'ils en vendent comme des millions, là. Usagi Yojimbo. Ça, y a-tu quelqu'un qui connaît ça? On est en 84. Oui, ça me dit quelque chose. C'est le lapin samouraï. Oui. On est dans un univers anthropomorphique. Je ne sais pas si je le prononce. En tout cas, c'est un dessin qui est hyper mignon, qui est super le fun parce que le lapin, c'est un samouraï. Il va errer dans un Japon peuplé d'animaux. Sauf que c'est une des BD qui a été jugée le plus historiquement précis sur la vie d'un samouraï.
d'une époque qui est l'époque d'Edo, parce qu'il y a eu beaucoup d'époques, là. C'est vraiment au-delà du fait qu'il y a un côté comique par rapport à l'apparence des personnages, la précision historique est incroyable. Donc, on a vraiment l'impression d'être dans cette époque-là, de suivre un vrai samouraï errant, mais on a le petit côté comique manga, là. Ouais, c'est ce que je pensais pour te dire. Il me semble que c'est un ronin, hein? Oui, c'est un ronin. Ouais. Ouais, il est parti, puis c'est vraiment drôle en même temps, mais c'est tellement bon. Je veux dire, si vous aimez les samouraïs, puis ce style-là là, des personnages en animaux, ça pogne beaucoup, là. Ça, je veux dire, c'est pas le premier qui l'a fait, ce sera pas le dernier qui va le faire non plus, là. Moi, c'est un style que j'aime beaucoup. Et je termine avec ma favorite, parce que je l'ai connue en premier, qui est Le Vent des Dieux. Adama Vekotiars, qui est sorti dans les années 80-85. 16 tomes, c'est fini. C'est l'aventure de Chenpo, qui est un fils de samouraï dans le Japon du 18e siècle, sous la menace de l'invasion mongole, parce qu'on savait que les Mongols, dans ce temps-là, voulaient envahir le Japon. C'est une BD, une série qui est très sombre, hyper réaliste, très politique. On voit beaucoup la brutalité entre les clans, toutes les manigances entre les différents, comme tu disais tout à l'heure, les différents seigneurs qui sont pour le shogun. Mais le shogun leur laisse quand même beaucoup de liberté pour gérer leur propre territoire. C'est très violent, très explicite également parce que on est dans un univers qui était quand même assez très érotique. Là. On ne se le cachera pas. Là. On le voit dans Shogun aussi. Là. Puis c'est explicite parce qu'on montre vraiment tout à l'intérieur de cette BD-là. On se cache pas. On était dans une époque où on se permettait de faire ça. Puis moi, ça m'a beaucoup marqué cette expérience-là parce que, premièrement, je n'arrivais pas à comprendre comment il y avait des hommes qui pouvaient être autant violents que ça. Puis tu te dis, mais voyons donc, ça se peut pas. Là, je veux dire, c'est donc bien sale, puis c'est tout le temps de la trahison, puis je te poignarde dans le dos, puis tu fais quelque chose de travers, il faut que tu te suicides. Tu sais, quand t'as 10 ans, là, puis que tu vois un samouraï se suicider en BD, là, tu sais, dans ta tête, ça fait comme, qu'est-ce que je vois là? C'est quoi ça? Ouais. Parce que t'es pas en contact de tout ça. Puis on se rappelle qu'on est dans les années 80, là. On est en 85, là. Fait que le suicide, on n'en parlait pas, là. À la télé, c'était tabou, là. Je dirais, ça a pris Jeannette Bertrand pour nous niaiser, là, comme mon père dirait, là. Fait que ça a été très marquant pour moi. Puis plus tard, je l'ai relu, puis j'ai compris pourquoi. Parce que historiquement, c'était très, très précis. Ouais. Puis c'était une très, très belle série. Alors voilà, c'était mon héritage de samouraï qui... après ça, s'est développé sur plusieurs autres axes, les Jedi, entre autres. Tu sais, pourquoi qu'on aime tant Star Wars? Parce qu'il y a un petit côté samouraï là-dedans aussi. Exactement. Cowboy, western. C'est un petit côté. Oui. Moi, je pense que George Lucas a pris ça, là. Il a pris les cowboys, il a pris les samouraïs, il a pris un paquet d'affaires, puis il a fait un melting pot avec ça. Je veux dire, le casque de Darth Vader. C'est clairement un casque de samouraï. Tu le vois, la cape, puis c'est même l'épée, je veux dire, le katana, le sabre laser. L'aura qui est autour des sabres Jedi, c'est le même qui est autour des katanas. Oui, puis le code d'honneur des Jedi, et ainsi de suite. Ouais. Je pense que cette maîtrise-là de ces êtres-là, on essaie peut-être d'aller l'atteindre aussi, tu sais, ce côté zen-là, ce côté d'être capable d'avoir une loyauté sans faille envers quelqu'un. Je pense que ça attire les gens peut-être d'essayer d'atteindre cet objectif-là. Alors moi, c'est pour ça que j'ai toujours aimé beaucoup les samouraïs, les films, les séries télé, les BD, les livres, parce que c'est un monde qui me fascine. Puis je suis pas sûr que je serais capable d'avoir une loyauté, par exemple, sans faille envers quelqu'un au-delà, autant que ça, qui peut aller jusqu'à la mort. C'est vraiment... Puis dans Shogun, la nouvelle série, tu le vois à un moment donné, il y a un des vieux là, qui va se faire harakiri tout simplement pour aider son seigneur à ne pas mourir. Okay. Il va sacrifier sa propre vie, malgré qu'il n'est pas en disgrâce devant lui, mais il va donner sa vie pour démontrer au shogun que son maître n'est pas responsable de quelque chose. Tu sais, ça va loin, là. Tu sais, je veux dire, donner ce qui est le plus précieux pour quelqu'un, là. Je veux dire, c'est quand même loin. Ça va quand même assez loin. Voilà. Des belles séries, des belles lectures. Ouais. Puis c'est pas toujours des lectures faciles, par contre, là. Puis c'est un univers que
aussi qui est comme Joël le dit, on a toujours un biais par rapport à ce qu'on connaît. On connaît pas la culture japonaise. Absolument pas. On la voit dans les films, on la voit dans les séries, on les voit dans les livres, tout ça, mais on l'a pas vécu. Mm-hmm. Quand on lit Akira, on lit Ghost in the Shell, on lit tout ça, on est comme impressionné par tout Mais ce c'est qu'il pas une vit. culture qui semble facile d'approche. Non, puis il y a des fois, il y a des affaires que tu vois, puis tu te dis, mais mon Dieu, je veux dire, c'est donc bien incroyable. Mais si tu approches ces gens-là comme il faut, c'est des gens qui vont partager ça. Là. Oui, puis je pense que c'est un peuple aussi qui a vécu énormément de traumatismes dans leur vie. Et aussi. Fait que c'est une belle culture. Il y a beaucoup de légendes dans les samouraïs. Puis comme on l'a été dit au début, prochaine étape, on pourrait faire un bon épisode sur les ninjas. La suite logique. On pourrait encore une fois tomber dans un iceberg. Probablement. Parce que ça n'existe pas, les ninjas, selon les Japonais. Ah non? Non. Ils sont bien cachés. Ça n'existe pas. OK. Ça, c'est comme Alizé pour les Français, ça n'existe pas. Ah bon? Fait que, c'est des affaires que tu parles pas. Ouais. Ah! C'est ça, c'est les shinobi. OK, c'est Voldemort. Faut pas prononcer son nom. Shit! On va avoir le mauvais œil. Tu parlais d'un samouraï lapin? Oui. Ouais. Quand tu as donné le nom, je me suis dit, il me semble que c'était pas ça. Ouais. Mais c'est peut-être pas le même. OK? Moi, c'est Miyamoto Usagi. Ben, ça peut être ça. OK? Peut-être que j'ai un autre nom par rapport à la série. Ben, peut-être, mais moi, en fait, celui-là, il est associé aux Tortues Ninja. Ah, OK. C'est un peu dans le même univers, puis je pense que même qu'ils ont partagé des aventures, hein, mais... Ben, Miyamoto Usagi, ça se trouvait être le lapin dans les Ninja Turtles, là, dans OK, la série. c'est un samouraï. Ouais. OK, bon, c'est celui-là. Donc, c'est pas le même que toi, mais c'est un lapin pareil. Avec des ninjas tortues. Oui. Hey, un samouraï lapin avec 4 tortues ninja. Qui n'existe pas. Qui n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Ben, avec un rat qui est un maître. Oui. Penses-tu le beau melting Mais pot, avec les ninjas qui ont un code d'honneur samouraï. Ouais. À côté. Tu sais, les gens qui ont créé tes tortues ninja, là. Mais sûrement avec un gros billet nord-américain. Ouais, tout à fait. Mais ils ont frappé dans le mille, là. Absolument. C'est l'idée de base de dire, là, c'est 4 tortues, samouraï, ninja. Là, créées par la même substance que Daredevil. Exact. Tout à fait. Tu te dis, ils sont complètement tarés, ces gens-là. Puis ils sortent le numéro 1, puis des milliers de copies de j'avais même pas allumé jamais que c'était la même affaire que Daredevil. Non, mais c'est... Je pense que c'est même admis. Ah, c'est un produit chimique. Non, il y a vraiment... Au-dessus du sol, il y a un accident, puis il y a un jeune homme qui est affecté par le même produit qui coule, puis qui crée les Tortues Ninja. Ah. OK. Ça serait Matt Murdock. Ouais. OK. Ça serait pas Matt Murdock, finalement. Ça serait pas Daredevil, ça serait finalement Casey Jones. Une représentation. Non, Casey Jones n'a pas été touché par... Non, mais on s'entend dessus que Casey Jones, ça ressemble un petit peu à... Tout est dans tout. Ouais, absolument. Allez, absolument. Donc là, j'y vais pêle-mêle, des vrais ninjas, des peut-être pas vrais ninjas. Ça existe pas. Film de 2003, Le Dernier Samouraï. Ça, c'est avec Tom Cruise. Ouais. Écœurant. C'est vraiment bon. Ça, c'était très, très... Est-ce que c'est un de ses premiers films où il est sorti de son rôle d'ado? Ben non. Non, il y a peut-être eu... malgré... Ouais, il y a eu Top Gun, puis... Thunder, Rain Man. Il y a eu Rain Man avant ça? 93. OK, Cocktail. OK, bon. Ah non, un Cocktail. John Flanagan. Dans les pas sûrs. Je pourrais faire un épisode tout seul sur Cocktail. Oh. On l'a déjà fait. Ouais, mais moi, je connais ce film-là par cœur. Oui, puis tu nous en avais parlé aussi. J'ai des connaissances très développées. Écoute, si tu lis entre les lignes, là, Joël est encore en thérapie. Kill Bill? Ah, ouais, mon Dieu, oui. Ouais, mais là, ma question, c'est est-ce que c'est le fait d'avoir un sabre qui fait qu'on est un samouraï? Non, mais elle s'en est une, elle a appris là, avec des samouraïs. OK. Puis, c'est ça. C'est quoi? C'est Hattori Hanzo qui fait son... Ouais, puis Pagme. Ouais, mais c'est ça. Fait que, donc, elle a l'entraînement. D'ailleurs, je rêve, depuis que je te vois, que tu fasses le petit mouvement avec la barbe comme Pagme. Ouais.
Genre, Ouais. mais en tout cas, Faut que tu te pratiques. Ouais, c'est ça. Mais c'est clairement un hommage au ninja. Ben oui, au samouraï, ben là. oui, C'est ben même oui, pas ben oui. caché, là. Mhm. 2013, Keanu Reeves, 47 Ronin. Oui. Ouais. Qui est tiré d'une légende japonaise. Mhm. J'ai bien aimé le petit côté fantastique dans ce film-là, sans être trop présent. OK. C'est juste un peu, puis c'est... En tout cas, à mon goût, Ouais, moi, moi, c'est c'est bien. les sorcières, la sorcière, Ouais. puis le côté... Tant qu'à être dans Keanu Reeves, John Wick, est-ce que c'est un samouraï avec un fusil? John Wick, c'est un assassin ça surentraîné. pourrait être un Ronin, genre, ou un genre de ninja, je sais pas trop. Mais c'est pas dit que John Wick a pas été... Il n'y a pas eu de l'entraînement de samouraï, puis ainsi de suite. Là. On vient peut-être de trouver un préquel. Moi, je pense honnêtement que John Wick, ça peut être n'importe quoi. C'est n'importe quoi, John Je veux Wick. dire, il fait tout. C'est n'importe quoi. Je veux dire, c'est comme le Chuck Norris moderne. Ouais. Ouais. Il fait tout. Mais j'ai revu des Chuck Norris récemment. J'aime peut-être mieux John Wick. Ouais. Pour la Je sais qualité pas. du film, là. Non, mais c'est dans Évasion USA, là, Invasion USA. qui est tout seul, puis que Oh boy. j'ai l'habitude de mettre mes pieds dans la gueule. Là. Non, c'est. Oh. Bon. Ça, si vous savez c'est quoi, je vais être très surpris. Vas-y. Samurai Sentai Shinkengers. Ça date de 2009. En fait, je savais pas c'était quoi mon non plus, mais ça ressemble aux Power Rangers. Parce qu'au Japon, t'as les Super Sentai, je veux dire, des séries. Il y a autant de Super Sentai qu'il y a d'Ultraman. Là. OK, c'est pour ça. C'est beau. Bon. C'est le Super Sentai qui ça me dit quelque chose, OK. mais c'est ça. Mais, sauf que dans ce cas-ci, c'est des samouraïs. OK. Vraiment, mais avec des costumes bleu, rouge, jaune, vert, blanc. Ils se forment-tu pour faire un genre de super Probablement. gros- Probablement. Probablement. Dans l'animé Lupin the Third, je ne sais pas comment on l'appelle en français, c'est peut-être juste Lupin. Moi, ça me dit quelque Ou chose. Lupin mais 3e j'ai pas ou vu Lupin 3 ou bon. Gamon Ishikawa, ce serait son grand ennemi. Il y avait une série en 2001 qui s'appelait Samurai Jack. Oui. D'ailleurs, c'est l'image qui fait la promotion de l'épisode. Exact. On parlait tantôt de 1954, les 7 samouraïs. Ça, si vous n'avez pas vu ça, là, vous êtes capable de trouver ça en ligne. Ah, quelque part, c'est là. sûr. Ouais, c'est mais je veux dire, ce film-là, c'est C'est tellement un classique. classique. là. Là. C'est- Mhm. c'est- 1988, un animé qui s'appelle Les Samouraïs de l'Éternel. Ah, ça me dit rien. Moi non plus. Est-ce que Connor McLeod est Non. un samouraï? Non. Non? Non, c'est un guerrier... Irlandais. c'est un guerrier. Écossais. C'est un guerrier OK. écossais. À part la longueur de la lame, il n'y a pas grand-chose d'autre. Ouais. Non. Mais son sabre, c'est même pas un katana non plus. Non, OK. pas au début. Parce qu'il est plus court qu'un katana. C'est un sabre qui a été fait en Espagne, je crois. Oh aussi, boy, là. OK. Ouais. Fait que c'est vraiment une. C'est un sabre c'est un mais sabre qui a été, je pense, forgé 248 fois. Ouais. En tout cas, une affaire de fou, là. C'est vraiment une épée ultime, là. OK. Mais il y a clairement ce côté. Il y a quand même un petit côté samouraï dans l'histoire par ouais. rapport à un code d'honneur des Ouais, c'est ça. immortels. C'est parce que lui, il fait comme ça. Ses ennemis, ils font pas tout comme ça, mais lui, il fait comme ça parce que son maître, qui était Ramirez, dans le fond, lui, il l'a appris d'un samouraï. Fait que lui, il a montré l'art de se battre comme un samouraï. Mais c'est Le pour ça. combat dueliste. Quand C'est le ça, c'est ça. duel. Mhm. Parce Et- qu'on s'entend là, que McLeod, là, il est pas bon au début. Là. OK. Il est OK. pas bon. Il se fait tuer vite. Ouais. Mhm. Mon dernier personnage, c'est un influencé samouraï dans One Piece, le personnage de Zoro. Ouais. Ouais, puis même dans pas l'animé, mais dans le live action. Le live action, il est super. Là. Pour vrai, je l'aime beaucoup. Là. Moi, je vais t'en rajouter deux. Ouais, Ok. moi aussi, j'en ai Samouraï aux yeux bleus. Ouais, Blue Eye Ah oui. Samurai, ça c'est. Qui est la plus belle série de samouraï animée que j'ai jamais eu Ok. à mon Ok. avis. Là. Puis je Après, suis sûr qu'il va rajouter l'autre que je voulais après Ninja rajouter. Scroll. Et voilà. OK. Ninja Scroll, qui est l'histoire d'un samouraï ronin Ouais. qui se bat contre des genres de démons. Ces deux-là, là, si. C'est un animé, ça aussi? C'est un Ouais. animé Ok. qui va avoir 50 ans. Je le sais Je pas, sais pas combien probablement. d'années, là. Mais c'est sûr que Ninja Scroll, dans c'est un les film. animés, il doit en avoir un paquet. Oh, Parce, oui. parce que Ninja Scroll, c'est un film.
mais Blue Eye Samurai, ça se trouve être une série. C'est une mini-série. Ouais, avec il y a beaucoup de aussi les Européens là-dedans, toute la conquête du Japon. Puis la deuxième saison va sortir bientôt. Puis en plus qu'on apprend dans le milieu de la série que le personnage principal, c'est une femme. C'est ça. Qui veut se venger. Fait que c'est une genre de Ronin. C'est vraiment bien fait. Ah ouais, pour vrai, là. Mais encore là, c'est pas pour tout le monde, parce que c'est quand même assez érotique, quand même. Il y a quand même assez des scènes assez osées. Puis quand t'écoutes ça, puis les vieux de la vieille, les deux, là, Marc et moi, on a eu les mêmes références, on a fait, mais non, c'est ni plus ni moins Ninja Scroll. OK. Mais en série et revampé et ainsi de suite. 30e anniversaire. 30e? Ouais. OK. Parce que je me souviens de l'avoir vu, je sais pas combien de fois, Ninja Scroll à la Maison des Fous. Ils viennent de sortir un Steelbox, là, 4K, je sais pas trop. Là. OK. C'est vrai, à la Maison des Fous, ça jouait, je sais pas combien de fois. Ah, c'est un film que j'ai vu à peu près 1 million de fois. Là. Ah ouais. C'est sur VHS. C'était vraiment très intense, là, Ninja Scroll. Là. C'est hyper violent, là, puis le gars, il est fort. Ah ouais. Mais c'est bien fait, les passes de combat. Puis pour vrai, l'animation dans ce temps-là était. Ça puis les démons là, sont vraiment là, terrifiants. Vraiment. Ça vaut vraiment la peine. Est-ce qu'il existe des jeux de samouraï? Quelques-uns. Ouais, hein? Ben, quelques-uns, mais pas la peine. Ah. Ouais, non, ben, honnête, il y en existe vraiment beaucoup. J'ai pas joué beaucoup à beaucoup de jeux de samouraï. Ceux que j'ai joué le plus, ça a été des jeux de samouraï, mais en version arcade plus que d'autres choses. OK. Parce que les jeux de samouraï, bien souvent, ça se trouve être des jeux qui sont longs, que tu as un build-up de personnages très long, pis tout ça, puis c'est pas une culture dans laquelle que je m'attarde souvent longtemps. Moi, il faut que ça soit, tu sais, j'aime ça, j'adore cette culture-là, mais il y a des fois là, que je vais sentir une longueur dans le jeu, là, puis tout ça, là, puis je fais comme, OK, non, là, c'est plus pour moi. Dans le temps que j'étais avec Rachel, là, que vous connaissez, vous autres, elle a joué avec, il y a une couple de jeux là, qu'elle a joué beaucoup. Ghost of Tsushima, ça, qu'elle a joué énormément. Nioh, elle a joué à ça, tu sais. Mais moi, je jouais à Destiny à côté d'elle. Tu sais, on jouait tous les deux à côté de l'autre. Il y a moins de samouraïs dans Destiny. Oui, moins maintenant. Mais c'était... L'affaire que j'ai revue souvent là-dedans, c'est le code d'honneur que tu revois souvent. Puis il y a beaucoup de comment est-ce que je vais dire ça? Donc, des passes lichées, là, mettons. Tu sais, je sais pas comment dire ça, là, mais les décors, là, tu sais, qui sont beaux, puis qui sont vraiment, tu sais, des gros clichés de faire de même. Ça, on voit ça souvent là-dedans. Moi, j'ai plus joué j'ai joué à des jeux d'arcade. Le jeu qui m'a fait le plus accrocher sur un jeu sur un jeu d'un style RPG, c'était Tenchu. Mais c'était pas Tenchu, c'est pas en arcade, c'était sur PlayStation. C'était-tu 1? Je me souviens pas. PlayStation 1 ou 2. Puis, dans le fond, tu fais un Ronin, mais justement, c'est que tu as des missions à faire, puis il faut que tu claires des hauts dirigeants qui... Tu sais, t'es rendu plus un assassin que d'autres choses, là. Puis t'as un genre de grappin, fait que tu peux... tu peux grimper, mettons, sur les plafonds, puis tout ça. Fait que là, tu vas pas les plafonds, mais sur les toits des maisons. Fait que là, tu cours là-dessus, puis tu sais, faut que tu te passes incognito, puis là, faut que tu trouves le méchant, puis là, faut tailler le paille. En tout cas, mais bref, c'était un gros jeu d'infiltration, puis d'assassinat, de faire de même, mais à la samouraï. À la Splinter Cell, genre, mais avec samouraï. Oui, mais avec c'est ça. Puis c'est dans un genre de féodal un peu, là, tu sais, Japon féodal un peu. Fait qu'on est vraiment beaucoup là-dedans avec des genres de camps de guerre, là, tu sais, qui sont montés un peu partout avec des chefs de guerre, tout ça, faut que tu ailles éliminer, tout ça. Fait que c'est bien, moi j'ai vraiment aimé ça. J'ai entendu qu'il avait fait un nouveau Tenchu,
Je sais pas si... Moi, je parlais de l'ancien. Je sais pas si le nouveau, il a été... c'est vraiment comme l'ancien qui a juste été revampé ou c'est une nouvelle histoire de comment. Je sais pas, je l'ai pas essayé, mais je l'ai entendu parler. Dis-moi, dans Assassin's Creed, ils ont-tu fait quelque chose là-dessus? Je sais qu'ils ont joué beaucoup sur les samouraïs, je le sais pas. Parce qu'ils ont fait beaucoup d'époques, je pense. Ouais, c'est ça, ils ont fait beaucoup de trucs. Je pense qu'il y a un jeu au Japon. Oui, il me semble que oui. Je sais qu'ils ont fait de la Révolution française. C'est-tu Oni? Les Amérindiens, mais oui, il y en a un. Mais, oui, il y en a un, mais est-ce que c'est sur les samouraïs? Ça aurait du sens. Mais est-ce que c'est sur les samouraïs / ninja / assassin? C'est ça que je sais pas. Ouais. Moi, il y avait un jeu sur PS1 qui est, je pense, aussi sur la PS1 classique, qui est Bushido Blades. Oui. Fait que ça, c'est un jeu de combat, mais c'était clairement des samouraïs. Oui, clairement. Un peu comme un Street Fighter, dans le fond. Mais c'est Assassin's Creed, c'est Shadow. C'est sorti en 2025 qui plonge les joueurs dans le Japon féodal. OK. Donc, il doit y avoir probablement des samouraïs et des ninjas qui n'existent pas. Probablement. C'est vrai. Mais oui, Bushido Blade, oui, il y avait ça. Dans la même veine, mettons, en arcade, il y avait eu Samurai Showdown. Là, il y a un paquet, là, tu fais un paquet de styles de samouraï. Il y en avait un, moi, qui faisait... tu sais, quand on parlait tantôt là, un coup là, puis qui tuait, là, ben lui, c'était ça. À chaque coup qu'il donnait, son épée était resserrée, tout ça. Là, il y avait une épée comme plus longue un peu, mais qui était serrée à toutes les fois. Tu sais, t'avais des styles de samouraï différents, tout ça, fait que c'était bien. Puis je rejoue d'une fois de temps en temps sur l'arcade. Là. C'est un vieux jeu, puis en plus qu'ils l'ont revampé, en plus que j'ai revu passer à un moment donné. Sinon, ben dans Tekken, il y avait Yoshimitsu. Puis à un moment donné, bon, on en a eu une deuxième qui a rembarqué, tout ça. En tout cas, bref, c'est ça, il y a eu des personnages qui ont été faits justement quand il sortait son épée, puis tu réussissais à faire la passe avec l'épée, ben, tu pouvais tuer l'autre d'un coup. C'est classique, Tekken, c'est cool. C'est ça. C'est où est-ce que tu te rends compte à un moment donné que tu joues un jeu de combat, on se tape sa gueule, puis que l'autre, il te sort une épée, il fait des coups qui ont comme pas de sens. Lui, c'en était un genre de ninja cybernétique, là, style robot un peu. Là. Fait que c'est ça, il y avait ça. Puis, ben, on en a parlé tantôt un peu, là. Ninja, tu sais, Teenage Mutant Ninja Turtle. C'est là que j'ai joué le plus, c'est bien entendu Turtle in Time. Mais dans les 4 tortues, il n'y en a pas un samouraï? Leonardo. OK. Leonardo, lui, il a des sabres, mais ils ont tout le code d'honneur. Mais Leonardo, il l'a un peu plus que les autres. Oui, puis Raphaël, c'est celui qui est le plus ronin des 4. Sauf que c'est lui qui se sacrifierait le plus pour ses frères. Exactement. Fait qu'il y a comme la double... Ouais. Il serait prêt à vous sacrifier sur l'ultime, mais en même temps, c'est le plus rebelle. C'est celui qui le plus discipliné, ça serait Leonardo, mais le plus à cheval sur les commandements, puis la tradition, puis tout ça, le plus traditionnaliste, on va dire de même, selon moi, c'est Raphaël. C'est le plus indépendant aussi. Ouais, vraiment. Puis de là, l'histoire du Ronin. Là. Puis les deux autres, ben, ils font de la figuration. Ils sont là. Ouais, mais tu sais. Ils mangent la pizza. C'est ça. C'est pas vrai. Mais c'est ça. Malgré tout ça, c'est ça, ils ont ben, tu le vois, le méchant qui est Shredder. Qui est Shredder, ben lui, il a un costume clairement de samouraï, son casque et tout ça, c'est clairement du samouraï. Là. Fait que je comprends pas, par exemple, qu'il ait pas mis un casque un peu plus Oni que ça, là, tu sais, plus démoniaque que ça, pis tout ça, tu sais, il aurait pu y faire de quoi de plus hot un peu, tu sais, le fameux... les fameux tatouages qu'on voit régulièrement là, pour les Yakuza, là, le masque Oni, tout ça, là. Il aurait pu y faire un masque dans ce style-là. Avec les griffes, tout ça, il fait quand même. Oui. Non, ça arrache, là. Mais ce que je veux dire, c'est que il me semble que pour le masque, au lieu de faire rien qu'une petite plate fine, tu sais, je comprends. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est ça. Il aurait pu y faire au moins un mode piece, là, qui arrache. Là, avec des couleurs. Avec une gueule de dragon, de quoi, en tout cas. Fallait que... Fais une fanfiction des Tortues Ninja. Je pense que non. Je vais tout arrêter ça, là. Ben, c'est ça. Dans les jeux vidéo, il y en a vraiment trop. Puis, oui, effectivement, des samouraïs, il y en a un peu partout.
Puis il y a des fois que c'est pas des samouraïs. Mettons, on a parlé de Star Wars. Mm-hmm. J'avais pas embarqué les jeux de Star Wars là-dedans parce que je me suis dit, c'est des jeux de Star Wars. Ouais. J'embarquerai pas ça dans les jeux de samouraï, mais clairement, se battre avec un sabre laser, ça va. Mais c'est. Mm-hmm. Moi, j'ai vu un personnage dans Cyberpunk 2077. C'est ça, 2077? Ouais. Le personnage à Francis, là, c'est samouraï virtuel, là. Ouais. C'est un vrai, là. Ben, on parle de ça. Je suis pas sûr qu'il y ait la loyauté puis le code d'honneur, mais au niveau du combat, là. Mais on parle de ça, justement, du samouraï dans Cyberpunk. Moi, je m'étais sorti là-dedans. Ben, une des places que j'ai rencontré les premiers samouraïs, pas virtuels, mais les premiers cyber samouraïs, si tu veux, c'était dans Shadowrun. Ouais. Il était sur jeux vidéo aussi, on pouvait le faire aussi, mais sur table, là, quand on jouait à Shadowrun, tu pouvais faire ce qu'on appelait un Street Samurai, que là, dans le fond, avec des implants bioniques puis des implants cybernétiques, là, tu changeais genre ta capacité à avoir tes synapses beaucoup plus rapides. Fait que t'agissais à une vitesse folle, puis des affaires de même. Fait que tu faisais changer genre ton système nerveux au complet pour agir à une vitesse qui a comme pas de sens, puis justement les muscles avancés pour que tu frappes plus fort, puis ainsi de suite. Fait que tu joues avec un équipement. Katana intégré dans les bras. Ah oui, il y a un paquet d'affaires là, qui embarquent là-dedans, puis outre le fait des Street Samurai, Shadowrun ont un gros pourcentage de leur jeu qui est basé sur le Japon, sur la culture japonaise. Parce que, dans le fond, il y a eu un paquet de trucs qui sont arrivés là-dedans. La magie, les dragons, puis blablabla. Puis, il y a eu des méga corporations qui ont mis le nez un peu partout. Il y a des grosses méga corporations qui ont fait vraiment du feu. Genre Renraku, puis c'est quoi dans l'autre... En tout cas, il y en a deux là, que toutes des corpos japonaises, c'est dans ça. haute technologie. Il y a du Yakuza à plus savoir quoi en faire là-dedans. Fait que oui, il y a une grosse partie de jeu qui peut jouer, puis que tu peux faire jouer tes joueurs carrément en grosse immersion japonaise. Et quand je dis en grosse immersion japonaise, c'est pour les emmener vraiment du côté samouraï, puis tu peux vraiment rentrer dans les codes d'honneur, puis ça fait c'est hot pour ça. Sinon, ben entendu, dans Donjons et Dragons, ils n'ont pas eu le choix à un moment donné de faire un monde qui était féodal japonais. Là, le nom m'échappe, là. Je l'avais tantôt, puis là, le nom m'échappe, mais c'est pas grave. Ils ont vraiment fait un coin plus comme ça. Et ils ont sorti justement la classe là, de samouraï, puis tout ça. Fait que dans le fond, quand tu faisais... tu avais une passe que tu pouvais faire un kiai, que là, ça te montait de force, puis tu pouvais faire un coup vraiment surpuissant. De là encore le fameux coup qui tue, là. Fait que, tu sais, c'était pour représenter ça, mais sauf que t'avais un code d'honneur à jouer. C'était pire ça. C'était quasiment aussi pire jouer ça avec le code d'honneur, puis ainsi de suite, que de jouer un paladin, là, tu sais. Fait que, tu sais, t'as des restrictions, mais tu sais, puis ils l'ont fait pour que ça soit le plus immersif possible. Où est-ce que c'est que moi, j'ai eu plus de fun avec les samouraïs? C'est entre autres à Bicoline ou sur d'autres terrains de jeu, ou ce que sur d'autres places où ce que je me suis battu contre des samouraïs. Mm-hmm. Puis moi je suis pas un samouraï. Moi je suis plus gladiateur que samouraï, mettons, là, mais tu sais, j'ai plus mon style à moi qu'un samouraï, mais c'est ça. Puis un de nos amis sur les champs de bataille, quand on se bat ici, quand je le vois ici, régulièrement on se bat ensemble parce que on aime bien ça. Il est vraiment bon, puis il y a des cours de Kempo en arrière de la cravate, le petit gars là, fait qu'il se bat. Il est hot, là. Puis, tu sais, il sait qu'avec moi, un coup de pied dans mon bouclier, il n'a pas de problème, là, tu sais. Fait que ça rentre avec lui, là.
Fred Saint-Laurent, dans le fond, avec qui j'ai vraiment du plaisir, puis il est hot là-dedans. Mais c'est comme il me dit, j'ai pas de misère avec personne sur le terrain. Mais il dit, toi, là. Il dit, t'es le seul que je suis pas capable. Mais tu sais, on a vraiment du fun ensemble. Mais justement, il est tough, puis s'il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre, si je me bats contre lui, il faut que mon attention soit juste sur lui. Sinon, s'il faut que je cligne des yeux, pas au bon moment, je suis foutu, là. Fait que, tu sais, je suis plus du genre, moi, pas spartiate, mais comment est-ce qu'il appelle ça? Donc, en tout cas, encore là, ça m'en revient pas, là, mais trace. Je suis plus trace que d'autres choses. Okay. En tout cas, ça, c'est le style de combat. Bref, c'est ça. En combat, des samouraïs sur un champ de bataille, c'est quelque chose. J'en ai vu, j'ai vu une troupe de samouraïs à Bicoline, dont nos amis qui sont du Lotus Noche. À un moment donné, on était en train de se battre, puis je savais qu'eux autres s'en allaient faire une percée, tu sais, genre en ninja, tu sais que ça existe pas. Non, ça existe pas. Ils s'en allaient faire une percée, puis je les ai vus passer à un moment donné, puis canter du monde, là, c'était... ils ont laissé un paquet de corps en arrière d'eux autres, là, puis c'était... on niaise pas, là. Tu sais, on va faire notre objectif, tout ça, puis nous autres, on tenait une armée en avant de nous autres, pendant que les autres, ils passaient en arrière, puis qu'ils allaient en ramasser quelques-uns, là. Fait que, tu sais, c'est beau de voir, là, tu sais, ta gang de chums qui sont en train de faire du ménage, il y a une armée entre nos deux, là, tu sais, puis que t'es vu au loin faire... tu fais comme, OK, tu vois qu'il y a une gang de samouraïs ensemble, là, puis tu sais, ils ont vraiment le look, ils ont le style de combat, ils ont le code d'honneur, puis quand ils jouent, justement, eux autres, à Bicoline, c'est... Souvent, ça va parler... Ils parlent pas en japonais complètement, mais souvent des termes, régulièrement des termes japonais. Puis toutes les cérémonies japonaises, ils font ça à toutes les semaines. Tu sais, c'est régulier, leurs affaires. C'est vraiment hot, comment est-ce qu'ils font tous leurs costumes. Tu sais, c'est Shumi qui se trouve à être, dans le fond, la dirigeante de leur groupe. Dans le fond, ils sont comme deux à tenir le groupe ensemble. Mais Shumi, qui est une couturière qui a genre pas de sens, là, mais elle fait des costumes, là, ça n'a pas de mot du bon sens, mais elle fait tous les costumes de toute cette gang-là. Tu sais, j'en ai vu, là, se promener avec, tu sais, le sandales, c'est des blocs, là, puis ainsi de suite, là. Fait que, tu sais, c'est un monde, quand t'arrives dans leur campement, là, tu viens de débarquer, tu sais, nous autres, on n'est pas dans le même style de campement. Puis, tu sais, nous autres, on est plus dans un style médiéval fantastique, notre campement, puis tout ça, avec une grosse auberge, puis, tu sais, la fête, puis tout ça. Puis, quand t'arrives là-bas, tu pognes un mur, tu passes le pont qui traverse la rivière, puis tu arrives chez eux. Tu viens de tomber dans du calme, dans du solennel, dans de quoi de très... ça vaut la peine de prendre le temps de faire les choses comme il faut, tu sais. Fait que on a passé une couple de soirées avec eux autres, là, chez eux, à faire des parties où c'est le fun, là. Pis c'est pas tranquille, là, comme on penserait, mais c'est avec un respect qui a comme pas de sens. Puis quand eux autres, ils débarquent chez nous autres, c'est dans la grosse musique, puis tout ça. Bien souvent, on a des violonneux qui viennent dans notre auberge, puis l'alcool coule à flot tout le temps. Les autres aussi, mais c'est pas dans le même style. Nous autres, c'est... le monde, ça crie, ça hurle partout, puis tout ça. Les autres, c'est plus calme, tout ça, mais ils viennent chez nous quand même faire le party, puis tu sais, fait on a du gros fun avec eux autres, mais parce que c'est comme nos auditeurs, c'est des crinqués. Mm-hmm. Ça fait une grosse différence. Puis, je vais terminer là-dessus. Je pense que justement, le côté samouraï, je pense que pour être là-dedans, dans ce temps-là, fallait que tu t'en sois un méchant crinqué, c'est pas qu'un failé tout court, là. En tout cas, je pense, là. Parce que quand je regarde qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, puis le style de vie qu'il faut que tu t'infliges, puis ainsi de suite, ben, je dis tu t'infliges, là, mais tu sais, je veux dire, c'est pas de t'infliger ça, c'est que tu fais le choix de, là. Ça me met avec des privilèges aussi, par exemple. Parce que quand t'étais samouraï, t'étais regardé comme si t'étais un dieu. Exactement. Moi, je vais en rajouter un, Red. Vas-y. Un jeu de rôle, Legend of the Five Ring. Ouais.
C'est un jeu de rôle qui se passe dans le Japon féodal. Je cherchais le jeu. Moi, j'ai joué une seule fois dans ma vie avec Yvan Lheureux à l'époque. C'est pas un jeu qu'on a joué beaucoup. Non. Nous autres, on n'a vraiment pas embarqué là-dedans, mais c'est un jeu de rôle qui a été spécifiquement conçu pour cet univers-là. Ça marche beaucoup avec les dieux japonais aussi. Il y a énormément de roi singe, Il y a beaucoup de suppléments, beaucoup de produits dérivés. Ça a été extrêmement populaire, ce jeu-là. Puis je sais que c'est encore populaire. Il y a encore des éditions qui sortent. Mais c'est pas un jeu que je connais beaucoup. Okay. Mais je sais que ça existe, puis que si vous voulez vraiment avoir une immersion, jeu de rôle total, samouraï, c'est votre jeu. Ouais. Mais c'est pas un jeu qui est à la portée des débutants. Non, exactement. Il faut vraiment que tu aies déjà joué à autre chose pour pouvoir comprendre le concept. C'est quand même assez compliqué. Okay. Ouais. Mais c'est un bon jeu. Ouais, moi j'ai un autre personnage de jeu vidéo. Vas-y. Mitsurugi. Mitsurugi, ça c'est... Dans Soul Calibur. Ouais, c'est ça. C'est une autre affaire de... Il était vide. Il était vide. C'est correct. Il est pas cassé. Bon, parfait. Donc, j'ai pas de 7 ans de malheur. Mais t'as ramassé ça comme un ninja qui n'existe pas. Mais Mitsurugi, c'en est une autre affaire là, de samouraï, justement, dans Soul Calibur. Mm-hmm. Je tiens à dire que si on fait un épisode sur les ninjas, là, ça va être lourd si on dit tout le temps que ça n'existe pas. C'est vrai, t'as raison. C'est une bonne joke, faut que ça arrête. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai. Arrête ça. Oui. Elle reste pour les samouraïs. Mais ça serait une idée, par exemple, honnêtement, parce que je pense qu'il y a beaucoup de... On chuchotera. Je pense qu'il y a beaucoup de... Il y a peut-être beaucoup de matériel. Mm-hmm. Ailleurs, ouais, on fait ça un podcast on rajoutera ça sur la liste, Joël. Oui, les ninjas. absolument. Ouais, les ninjas. Pourquoi pas? Mais peut-être qu'on n'aura pas le temps de le mettre sur la liste. Si c'est le prochain. Hey, tu calmes. On verra. Ouais, OK. On fait ça. OK. Parce que là, j'étais pour dire que le prochain, c'était le 213. Uh-huh. Parce que le 212 n'existe pas. Hein? Non, on arrête. Hey, je partais pour dire, attends un peu. Ah, OK. Hey! Le père Bourgoin, hein? On va vous ramener à votre chambre, M. Bourgoin? Est-ce qu'on pense au Samalume? Oui. On fait ça? Oui, Imaginatrix. Aide-moi. Mon Samalume cette semaine, moi, va au Salon du Livre de Edmundston. Parce que je suis allée là la semaine dernière. Je suis allée faire mon petit tour en tant que lectrice, pas en tant qu'auteur. Ça fait du bien de retourner dans des salons du livre sans avoir... pas la charge, là, mais tu sais, y aller juste pour le plaisir. La pression. Oui, c'est ça. Fait que bref, mon Samalume va vraiment pour le Salon du Livre d'Edmundston parce que, tu sais, dans les dernières années, j'ai fait pas mal la tournée des salons du livre. J'ai vu les plus gros salons du livre. Pas pire, oui. J'ai vu les plus gros salons du livre qu'on fait au Québec. Puis, tu sais, c'est beau, c'est fantastique. Il y a du choix, il y a du monde, tu fais des rencontres. Mais il n'y a rien comme un plus petit salon en région pour prendre le temps de jaser avec les auteurs, pour prendre le temps de découvrir des trucs sans pression, justement, sans te faire bousculer, sans avoir tout le bruit ambiant, surtout. Oui. Moi, c'est surtout ça qui me fatigue dans les salons du livre, c'est le bruit. Heureusement... Dans les connes tout court. Oui, c'est ça. C'est bruyant. Puis heureusement, les salons du livre, il y a toujours des tapis pour atténuer un peu le son, puis les livres atténuent le son aussi un peu. Mais bref, c'est ça. Je trouve ça le fun. Puis en plus, c'est un salon du livre qui a lieu au Nouveau-Brunswick. C'est à juste 1h15 à peu près d'ici. Qui met beaucoup en vedette les auteurs du Nouveau-Brunswick. Oui, il y a des auteurs québécois qui se rendent là. Il y a des auteurs du Maine. Il y a des auteurs d'ailleurs au Canada aussi qui viennent. Mais c'est un salon du livre qui est bilingue. On est dans une province bilingue. Fait on a de tout. Mais bref, c'est ça. Ça nous permet de découvrir des trucs, des auteurs, des livres qui vont être mis moins en avant, mettons, dans les salons du livre au Québec, puis surtout dans les gros salons où est-ce que, là, tu sais, c'est saturé, puis tu sais plus où regarder tellement qu'il y en a. Bref, j'ai découvert un auteur qui vient de Matane, je crois, qui a écrit un livre, un roman historique sur les pirates en Acadie. Une autre autrice, elle, qui est anglophone, puis elle enseigne l'anglais à l'Université de Moncton
à Edmundston. J'ai acheté son livre, même s'il est en anglais. Je lis plus beaucoup en anglais, mais c'est un tout petit recueil de short stories, de nouvelles, qui sont inspirées du courant surréaliste. Fait que la façon dont elle m'expliquait ça, c'est comme des rêves fiévreux. On lit, on a l'impression d'être dans un rêve fiévreux. Fait que ça m'a vraiment intéressée. Fait que il y avait une auteure aussi que j'ai rencontrée à Boréal, puis à la base, c'était elle que j'allais voir, fait que je voulais m'acheter son livre, puis l'encourager, fait qu'on s'est revus, on a échangé. Fait que bref, c'est ça, on prend plus le temps de jaser avec les gens que quand il y a des files de gens qui attendent ou quand il y a plein de monde qui viennent de voir. Fait que ça fait du bien. Puis c'est le fun d'avoir ça en région aussi. Absolument. Paperman. Oui, j'en ai rien qu'un. C'est 9, qui est une bande dessinée. Est-ce que tu sais c'est quoi la 9e planète, Sylvain? Pas tout. La 9e planète, c'est la 9e planète du système solaire. OK. Vulcain. On ne sait pas on ne sait pas où qu'elle est. On sait qu'elle existe. En 2024, on a eu la confirmation de son existence par les calculs mathématiques et les recherches, mais on n'est pas capable de la voir parce qu'elle est trop loin. Elle est trop éloignée. Orbite très, très loin. C'est une orbite très éloignée, mais elle est là. On attend d'avoir la confirmation, peut-être avec... mais on est capable de voir des planètes à 300 millions d'années-lumière. Oui, mais c'est parce pas celle-là. Pas celle-là, parce qu'elle a une éclipse. Son orbite est très, très, très éloignée du Soleil. Elle fait une ellipse, dans le fond. C'est ça, exact. Fait que dans le fond, elle s'éloigne, elle se rapproche, elle s'éloigne, elle se rapproche. Fait que c'est très difficile de la voir. On le sait qu'elle est là par rapport aux perturbations qu'elle fait par rapport aux autres planètes. Mais on n'est pas capable de la voir avec James Webb non plus, parce que c'est très éloigné aussi. Fait que, mais on sait qu'elle est là. Alors, la BD 9, c'est une bande dessinée sur l'exploration spatiale. Artemis nous a amené cette grande joie-là. Alors, on a beaucoup de bandes dessinées sur l'exploration spatiale qui sont sorties récemment. Alors, on suit les aventures de Johnny Hubel, qui est un super astronaute, très intelligent, même un peu trop intelligent pour la cause. Et puis, ça commence avec son père qui part dans l'espace et la navette dans laquelle il explose en plein vol. Il perd son père et il va, après ça, avoir toujours une pensée dans les étoiles pour dire, je vais aller retrouver mon père parce qu'il pense peut-être qu'il n'est pas mort. En tout cas, c'est très spirituel. Il va devenir astronaute dans le projet de partir vers la 9e planète pour aller l'explorer parce qu'ils ont découvert la façon d'y aller. Ça, c'est la partie fiction. Et l'humain a conquéri l'espace à l'intérieur de ça. Alors, on a une base dans certaines planètes où on peut partir plus loin. Et on va se rendre compte, plus la bande dessinée va avancer, on va avoir des petits glitches qui nous font comprendre que ce personnage-là est capable de voir un peu l'avenir. Mais on va comprendre plus tard qu'il la voit pas, il la vit. Tu comprends? C'est de l'inversion temporelle. OK. Parce que le personnage, en rentrant dans la planète 9, il est revenu dans le passé. Il est revenu à un point précis dans son passé qui a fait changer complètement la donne. Et il s'est rendu compte que s'il pouvait refaire la même chose, retourner à refaire la même expérience, mais en allant dans une vitesse plus rapide, il pouvait reculer où ce qu'il voulait dans le passé. Fait qu'il apprend, et c'est pour ça qu'on se rend compte qu'il est extrêmement intelligent parce qu'il l'a déjà vécu. T'sais, je veux dire, quand il est jeune, il garde toute sa mémoire. Alors, tu reviens à l'époque de 9 ans, mais tu as toute ta mémoire de ta vie. Fait que tes connaissances, tu les as tous. Fait que lui, son but ultime, c'était de retrouver son père. Alors, il va le faire, mais indirectement. Parce qu'il va revenir à une époque où il va pouvoir empêcher son père de prendre la fusée et de pouvoir vivre la vie avec son père, tout en gardant cet objectif-là de pouvoir faire la mission quand même pour retourner sur la planète 9. C'est très spirituel, c'est extrêmement bien écrit, c'est très contemplatif, c'est magnifique, les décors, dans l'espace, les vaisseaux, les personnages. Au début, il est pas très attachant, le personnage, parce qu'il est très distant, puis tu te dis, mais voyons donc, mais tu comprends plus tard pourquoi, parce qu'il connaît la fatalité des gens. Tu sais, son professeur avec qui il travaille, il sait exactement à quelle époque il va mourir. Puis il sait aussi que s'il sauve, il pourra pas revenir au point X où il va pouvoir revenir dans le passé. Donc, tu as des choix à faire de se dire, moi, je sais quand est-ce que tu vas mourir, Sylvain, mais je pourrais pas te sauver.
Parce que si je te sauve, je change mon futur. Mhm. Puis je veux pas le changer parce que je veux être capable de retourner là pour revenir pour pouvoir sauver mon père. C'est des choix déchirants, c'est vraiment des dilemmes pas faciles. J'ai trouvé ça magnifique. Puis c'est tellement... Bon, c'est sûr qu'il y a une partie fiction, là, parce que quand on joue avec les voyages dans le temps, c'est pas toujours évident. La fin, pas persuadé d'avoir tout compris. Dans ce temps-là, ça veut dire que c'est bon. Mais ça, c'est dans la même série de bande dessinée que tu nous parlais à l'épisode sur le système solaire. C'est pas la même chose. Non, OK. C'est une autre chose. Il y en a sorti 9. Il a sorti 9. Il vient d'en sortir un autre également. BD sur l'exploration spatiale. OK. Mais Neptune, tout ça, cette série-là du système solaire, c'est sorti un petit peu en même temps. OK. Je te le dis, Artemis 2 a vraiment amené les auteurs à développer Ça a éveillé leur curiosité. Oui, exact. Mhm. Puis c'est extraordinaire. On a des magnifiques BD sur l'exploration spatiale. Puis ça nous a permis aussi d'avoir la BD qui est... on n'est plus dans la dystopie. On est vraiment dans ce que l'homme peut faire de meilleur. Mhm. Se regrouper ensemble, avoir un objectif commun, mettre tout ça pour avoir cet objectif-là, puis faire quelque chose. Tu sais, pendant qu'on a les yeux tournés là, ben on n'a pas les yeux tournés vers la guerre, on n'a pas les yeux tournés vers d'autres choses. T'sais, en tant qu'humain, on a besoin de ce genre de projet-là rassembleur. Puis je pense qu'on l'a eu là. Puis ces BD-là, ben je pense que c'est une conséquence de tout ça. Très, très belle BD, bien écrite. C'est 88 pages de pur bonheur. Je vous le conseille. Ça vient tout juste de sortir. Puis c'est super bien dessiné. Si vous aimez l'espace, si vous aimez les trucs un peu particuliers. Puis ça me donne encore beaucoup de jus pour mon épisode de inversion temporelle. Je vais faire tout ça là, maintenant. On commence à en avoir. Là, on commence. Mais en fait, on va être ton public. Oui. Écoute, je prends des notes. Là, je suis rendu à une dizaine de pages de notes d'inversion temporelle. C'est n'importe quoi. C'est, je veux dire, ça, c'est... Je commence à avoir un début là, d'angle. OK. Parce que c'est pas facile. Honnêtement. J'en doute pas. Voyage, puis... Moi, je commence à penser à des idées aussi. C'est ça que je vous en reparle de Geneviève Blouin aussi, si on fait de l'inversion temporelle. Okay. C'est intéressant, mais en même temps, c'est pas facile parce que, tu sais, voyage dans le temps, inversion temporelle... Oui, la ligne est mince. La ligne est mince. Mm-hmm. Oui, parce que, tu sais, je parlais avec un enseignant en sciences qui est venu prendre Neptune, qui est venu prendre cette série-là, puis tu sais, il me disait... il dit, moi, je fais une expérience avec mes étudiants. Il dit, je leur fais faire un voyage temporel. Puis il dit, ah oui, j'ai dit, comment tu fais ça? Ben, j'ai dit, je leur fais regarder seulement les rayons du soleil. Puis je leur dis, ces rayons-là, ils ont à peu près 4 milliards d'années. Il dit, vous êtes dans... ce que vous voyez là, c'est le passé. Pour le soleil, c'est le passé. Pour toi, c'est le présent. Puis pour les autres planètes, c'est le futur. C'est extraordinaire. C'est incroyable de penser que dans le fond, on vit dans le passé de quelqu'un, on vit dans le futur de quelqu'un, puis on vit dans le présent de quelqu'un. Il y a tout le temps un délai. Exactement. Hein, exactement. Puis rien que le temps de penser à ça, t'as déjà voyagé dans le temps. C'est vrai. Ça va être ça. On va aller quelque part. On va aller quelque part avec ça. Moi, je me dis, pas de scotch ce soir-là. Tequila. Ah, OK. Pas de problème. On voit dans le futur. Oui, c'est ça. Voilà. Ben, moi, 2, ça m'allume. Le premier, il est bien petit, là. J'ai investi 2 piastres. 2 $ pour me mettre un sourire dans le visage. Je me suis acheté la Hot Wheel du téléphone Fisher-Price. C'est bon. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ben, coudon, voilà. Shut up and take my money. 2 $ bien investis. Ben oui, mais là... J'en avais un quand j'étais jeune. Mais est-ce qu'il y avait des roulettes? Oui. Oui, on le traînait. Ben oui. Il y avait la petite corde en spirale. OK. Puis, mais je l'ai racheté quand ils l'ont réédité là, dans les dernières Le années. bruit que ça faisait, hein? Oui, ça sonnait, puis les yeux bougeaient. Puis, parce que les nouveaux, ils ont remplacé le cadran par des pitons. OK, Puis éventuellement, je pense même qu'ils ont fait une version cellulaire, mais c'est ça. Là, peut-être une dizaine d'années, ils ont refait la version originale avec le cadran, là, le vintage. C'est une reproduction, là, mais ça reste que... Ben, c'est ça. Mes nièces, parce que mes nièces un venaient de venir au monde à ce moment-là, fait que je l'ai acheté. Un d'origine en bon état, là, ça doit quand même...
Non, c'est sûr, ma grand-mère, elle a pu ça. Il était chez mes grands-parents, ce téléphone-là. Ouais. Fait que ça veut dire que Mais ça, ma tante puis ma mère ont probablement joué Mais avec quand ils étaient jeunes. Il doit en avoir encore parce que des Fisher-Price, c'était pas tuable. Non, Non, c'était... C'était c'est ça, solide. je pense que c'est en lien avec l'anniversaire de Mattel, là, mais combien d'années, j'ai aucune idée. Mais quand j'ai vu ça, regarde, c'était réglé. C'est un bon 2 $ d'investissement. Absolument. Et mon autre ça m'allume, c'est encore une fois une bande-annonce, et cette fois-là, celle de Street Fighter. Ah, je l'ai pas vu, moi. J'ai pas vu ça. Ils viennent de sortir la bande-annonce complète Ok. du prochain Street Fighter. C'est n'importe quoi. C'est-tu meilleur que lui avec Jean-Claude Van Damme? En tout cas, la bande-annonce, oui. Parce que là, on n'essaie pas de faire en sorte que ça ait de l'allure. OK? C'est Street Fighter comme Mortal Kombat. Mortal Kombat, c'est Mortal Kombat. Pose pas OK? de questions, Non. c'est ça. Puis c'est que, pour la petite histoire, ma relation avec Street Fighter 2 sur le Super Nintendo, c'est que je jouais tout seul à ce jeu-là, puis à un moment donné, j'ai eu un public de 2 ans OK. qui, à un moment donné, à 4 pattes à terre, pèse sur l'autre manette, puis ça fait Player 2, quelque chose là, pour dire que le Player 2 veut jouer. Puis je fais comme, oh ouais, tu veux jouer à Street Fighter? Fait que je le faisais gagner. Là. L'erreur que t'as faite. Puis à 4 ans, il te plantait. Ah, solide, solide. À un moment donné, il y a quelqu'un qui vient puis qui nous voit jouer et dit, gagnes-tu pour vrai? Ouais. Et voilà. C'était réglé. C'est la faute de Street Fighter. Fait que c'est sûr que je vais aller voir ce film au cinéma. On voit des moves dans la bande-annonce. Ben, je vais aller voir ça. Non, Ok, et je vais aller voir la bande-annonce. À tout, Ken! je vous en dis pas plus. Ok. Vous regarderez ça. Ok. Vous regarderez ça. Et c'est quoi? C'est Camille. Ouais. Camille. OK, c'est beau. Moi, c'est bon. Ça, c'était la Britannique, là. Non, c'est. C'était la soldate. C'est ça. Ouais, américaine? Ouais. T'as pas anglaise? J'ai aucune idée. J'ai aucune idée, mais. Ça se peut qu'elle soit britannique, mais. En tout cas, mais Camille, c'en est une que j'aime bien gros. Mais il y en a des nouveaux là, qui sont. Mais elle hot, n'était pas là. dans Street Fighter Turbo, Camille, par exemple. Je pense Elle pas. était dans Elle est venue une un peu autre- plus tard, Ouais. mais C'est mettons ça dans le fan service. Ah, OK, ça veut dire qu'elle a le même habit dans le... C'est ça. Mais c'est Street Fighter. C'est ça. Et il y a Jason Momoa. Qui fait quoi? Mon Dieu, comment il s'appelle, le monstre vert? Ah, Blanca? Blanca. Ah, ouais. Ah, cool. Ben, cool. Non, ça sera pas... Ça gagnera pas d'Oscar. C'est pas grave, ça. Le Je pense- jeu n'était pas là pour gagner Il y a, des prix il y a non des plus, là. lutteurs là-dedans, c'est 50 Cent qui fait le boxeur, OK. mais Balrog? Ouais. ça bûche. Ben, 50 Cent qui fait Balrog, oui. Oui. Ouais, tout à fait. Non, ça Qui bûche. joue Monsieur Bison? Ah mon Dieu, je me rappelle pas de son nom. Mais lui, c'est peut-être le seul que... Y a-tu Akuma? Akuma. Non, je penserais pas. C'est l'alter ego de Ryu? Non, Méchant? il y a Balsim, Ouais. il y a l'immense russe qui est joué par le... Zangief? Ouais, qui est joué par le même acteur que le méchant de Reacher. Oui, OK. Oh, les tabarouettes, il va être gros. Cool. Non, c'est Ok. Zangief. Ok. Et il y a son move. où- OK, Sagat, qui joue Sagat? J'ai hâte d'ailleurs, faut que j'aille voir ça. Sagat? J'ai-tu Sagat là-dedans? Vous irez voir la bande-annonce, c'est bon. mais c'est que même les couleurs, c'est le jeu. OK, c'est bon. OK? C'est le jeu vidéo. La voiture est là. Elle se fait détruire, OK. C'est gagner bon. des points. Tout est là. OK. Tout est là. Red the Gamer. Qu'est-ce que tu veux que je fasse après ça, moi? OK. Vite fait. OK. J'ai passé à travers, j'ai dévoré un livre que j'attendais depuis les 3 premiers que j'avais lus. Dungeon Crawler Carl. J'ai le 4e qui est sorti. J'ai dévoré ce livre-là. J'avais hâte de rembarquer dans mon truck pour faire de la route puis écouter ça. C'est juste déjanté encore plus. Tu sais, on se souvient dans le fond qu'on suit un
un jeune homme qui a embarqué avec son chat dans un donjon après une invasion d'extraterrestres, là. Mais tu sais que les extraterrestres ils ont fait apparaître des portes un peu partout, puis t'as le choix si tu meurs sur la planète ou tu rentres dans le donjon puis tu verras ce qui se passera. Bon ben là, lui il est rentré là-dedans, puis son chat a pogné des pouvoirs, puis lui aussi, puis son chat je la frapperais des bouts, là, mais d'autres fois, elle l'aide tellement, là, mais c'est ça, mais son chat est rendu très intelligent, puis c'est une mage très forte. C'est un chat. Ah, mais en tout cas, puis pour vrai, là, c'est ça. En tout cas, bref, puis lui, c'est ça. Il arrive un paquet d'affaires. Pour vrai, c'est vraiment, Chat, vraiment, comme vraiment. Mhm. Oui, les chats, oui. Ouais, on n'a pas fait un podcast sur les chats. Mais. Je pense pas. Mais on avait fait les chiens. Oui. Merci, Red. Mais bon. Parce que Red a hâte de faire un podcast sur les chats. Oui, j'adore les chats. Mhm. Donc, Tu les mordrais. Oui. Ça reste à combien de tomes? 4. 4 tomes. Okay. Celui-là, c'est le 4e. Ça vaut la peine. Là. Pour vrai, là, ça a l'air bizarre comment est-ce que je vous envoie ça, là, que je vous dis que là, un peu la prémisse, là, mais ça s'en va ailleurs. Ça pogne puis, beaucoup parce qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent. Puis, dans le fond, Carl, il se rend compte, ben pas qu'il se rend compte, il sait ben trop, là, mais tu sais, ça fait un bout là, qu'il manège un peu pour être capable de pouvoir, en bon français, faire chier les gens qui sont à l'extérieur de tout ce donjon-là, puis qui payent pour faire tuer des joueurs, puis qui, tu sais, ça ressemble un petit peu à du Running Man un peu, là, mais en tout cas, ça... Fait que là, il embarque dans des machinations avec du monde qui se ramasse allié. Tu comprends bien qu'il y a du monde qui se font donner des primes. Si tu t'en vas tuer Carl, là, ben, je te donne telle prime, je vais donner tel objet magique, puis des affaires dans le même. Fait que, on est rendu là. Puis, je vais pas péter de punch, mais à la fin du dernier tome, là, du 4e tome, on a une vision de gens qui sont à l'extérieur, qui n'ont pas rentré dans le donjon. Et parce qu'il arrive de quoi que ces gens-là? Il y a des gens qui n'ont pas rentré dans le donjon. Puis il y a des extraterrestres qui chassent ces gens-là pour les ramasser puis les envoyer comme ennemis. Exemple, je sais pas, moi là, je suis un joueur dans le donjon, puis vous trois, vous êtes pas là, vous avez pas rentré dans le donjon, mais vous avez resté en vie. Parce que vous étiez à l'extérieur ce soir-là quand c'est arrivé. Puis, ils vous ont trouvé. Fait que les trois, ils vont vous faire une team ensemble pour me tuer moi. Puis, vous allez être brainwashés. Puis tout ce que si vous voulez, c'est de me tuer. Là. Fait que, mon dilemme moral qui en plus d'avoir à vous affronter, c'est, hey, t'as peu, là, c'est mes chums que je suis en train d'affronter. Ou, c'est toutes des affaires dans ce style-là. Sauf que, il y a de quoi qui s'en vient en arrière de tout ça, puis il y a des corporations en arrière, justement. En tout cas, il y a une grosse machination, puis de plus en plus, Carl, il leur joue d'impact, là, puis tout ça, fait que il déstabilise énormément. Fait que bref, c'est vraiment incroyable. J'adore ça. Je l'avais précommandé quand je l'ai eu sur Audible. J'avais des séries de livres de Warhammer à lire. J'ai mis ça sur pause. J'ai mis mes Harry Potter sur pause. Fait que j'ai mis toutes mes affaires sur pause. Je me suis clenché Dungeon Crawler Carl. Ça se trouve à être le portail des dieux infernaux. Puis tu te dis, ben, ils peuvent pas aller ben plus loin que ça. Non, ben pire que ça. Fait que tu te dis, il arrive tellement d'affaires, puis c'est ça, j'ai encore plus allumé à la fin de celui-là. Quand il arrive à la fin, il dit, tu lis le livre, tu fais comme, il me semble qu'il s'est passé plein d'affaires, mais comme bizarre, ou tu sais, c'est comme, j'ai pas eu le temps d'assimiler tout, puis là, à la fin, il fait comme, ouais, il faut que je dise aussi que si je prends un peu de recul, en 2-3 semaines, j'ai fait ça, j'ai tué un, tu sais, j'ai fait, j'ai fait ça, tu fais comme, tabarnage, c'est moyen, il en a fait des affaires, puis tu te dis, comment est-ce qu'il a fait pour rester en vie? Puis là, ben, tu te remémores le livre que tu viens de dévorer, puis là, tu fais comme, ah ouais, c'est vrai, ouais, puis c'est pas grâce à lui, ça, mais tu sais, fait c'est vraiment du génie. Moi, j'adore de la façon dont c'est écrit. Il y a une dynamique là-dedans.
il y a une rapidité, pas une rapidité, mais il y a, c'est ça, c'est carrément une dynamique dans sa façon d'écrire. C'est vraiment bon. Vite fait de même, j'ai dans le fond, la semaine prochaine, je serai plus de ce monde. Je retourne à Poudlard pour une journée. Je vais aller voir le Vision of Magic, Harry Potter Vision of Magic, une exposition virtuelle, pas virtuelle, mais en réalité augmentée, je crois, puis un paquet de trucs. Là. En tout cas, c'est une grosse exposition sur Harry Potter. Je vais aller voir ça, mais mon plus gros samalume là-dessus, c'est que je vais là avec des filles avec qui j'ai été en voyage à Orlando. Fait que, tu sais, j'ai bien hâte d'aller les revoir. T'sais, on jase régulièrement, mais c'est ça. J'ai bien hâte d'aller retrouver ma gang de chums là-bas. Du monde qui trippe autant que moi, là. Ça va être de quoi de beau. Puis, mon dernier, vite fait, l'animation de J'anime Loup-Garou demain soir au Détendu. Ça me met un peu... Bizarrement, ça me met un peu ses nerfs. Puis pourtant, je suis maître de jeu depuis tellement longtemps, là. Mais ça me met un peu ses nerfs parce que c'est pas un jeu que je maîtrise, mais c'est pas non plus tous des amis que je fais jouer. Puis c'est un jeu où c'est que tu peux tellement, pas l'échapper, mais tu sais, les joueurs peuvent tellement partir sur une dérape. Ouais, partir sur une dérape. Fait que je pense que je vais leur mettre des balises pas pire pour être capable de garder le jeu droit. C'est juste que je veux. Tu disais combien de participants tantôt? Une vingtaine après. 20 participants. C'est une vingtaine à gérer. Ouais. Puis t'assurer que ça triche pas. Moi, je vais m'embarquer dans un personnage du compteur, tu sais, du maître de jeu, du compteur. Fait que ça, je pense que je devrais être capable de pouvoir tenir leur attention avec ça. Tu sais, en me créant un personnage, puis en étant là pour tenir toute ma petite gang ensemble, tout ça. Puis surtout avec les scénarios que je vous ai expliqués un peu tantôt hors d'onde, ben je sais que je vais être capable de prendre d'avoir une tension dans la salle. Je vais être capable de pouvoir les tenir sur le qui-vive. Ça sera pas juste une partie de loup-garou. Non, je vais leur faire une partie de loup-garou 2.0 là, tu sais, avec un stress de plus puis des affaires dans le même. Fait que, j'ai hâte. C'est tout. Prochain épisode, oui, ça va être le 212e. Oui, OK. De quoi on va parler? On va fouiller dans notre banque. Ça va être sur les ninjas ou l'inversion temporelle. OK, ou les chats. OK, c'est... Ah oui. La réponse au début du 212e. Suivez-nous sur notre page Facebook, notre site Internet, les différentes plateformes. On se retrouve bientôt. Konbawa.